Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Angle mort pour traiter et décortiquer un petit peu l'actualité nationale. Pour aujourd'hui, nous allons traiter beaucoup de sujets, notamment le coup de gueule du chef de l'État, le pourquoi il y a répercussions de ce coup de gueule. Nous allons traiter aussi un sujet très important, le sujet de l'automobile. Nous avons avec nous un spécialiste du sujet. Nous allons traiter aussi le sujet lié à l'industrie, le secteur, son présent et son avenir. Nous allons aussi traiter quelques questions liées à la corruption, quelques dossiers. Pour démarrer, je commence par le coup de gueule du chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune. Yassine Marzouki, qu'en est-il du coup de gueule du chef de l'État? Bonsoir à tous. Et je souhaite aussi la bienvenue à notre ami Mourad Saadi, qui est vraiment le meilleur expert en industrie automobile ici en Algérie. Et j'espère qu'il va faire le tour de table pour expliquer aux téléspectateurs tout ce qui se passe dans le secteur de l'industrie automobile et aussi dans le business de l'automobile, parce qu'il y a des importateurs, il y a des industriels. Pour ce qui est du coup de gueule du président, on s'attendait un peu. La dernière apparition publique du président, c'était lors de la rencontre gouvernement-Ouali. C'était il y a 1 mois et demi, 2 mois comme ça. Il a fait un discours de 39 minutes. Et chaque fois, il insistait sur les projets, sur la rapidité de l'exécution des projets. Il avait exprimé une grande ambition pour l'Algérie en 2023. Et il a été très pointu sur le fait de dire « Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah ». C'était pour encourager un peu les responsables à prendre leurs responsabilités et à prendre les bonnes décisions en faveur du citoyen. Il avait insisté sur le fait que le citoyen est une ligne rouge. Manhinouch al-Mouad. C'est-à-dire, même s'il doit être sanctionné, on le sanctionne. Mais sa dignité est une ligne rouge. Or, ce qui se passe dans la pratique, il y a beaucoup de responsables qui sont passés dans l'excès. Est-ce que vous voulez dire qu'il y a des blocages? Il y a des blocages? Beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages. Est-ce que pour le moment, on a identifié les blocages? Oui. Les auteurs des blocages? Par exemple, il y a des gens qui critiquent, par exemple, le ministère du Commerce. C'est vrai que l'État essaie de dégager une somme de lois, des dispositions réglementaires et tout, mais il y a des gens qui font dans l'excès. السيد في القهوة يروحوا ليه عنده 4 بواطات كونديا ولا يقول له وراه لا فاكتور شريتها من سوبريت. Ça, c'est l'excès. Est-ce que vous voulez dire que le ministre du Commerce fait dans l'excès? Pas spécialement le ministre. Bon, le ministre, il fait dans l'excès, par exemple, dans les menaces, qu'il n'arrive pas à tenir. Mais, globalement, le ministère du Commerce a fait dans l'excès. Les agents du ministère, ils ont fermé à beaucoup de gens, ils ont contraint beaucoup de gens à cesser certaines activités. Aujourd'hui, on peut trouver des supérettes, ils disent que même bien zit. Le blas. Donc, il fallait rassurer d'abord le citoyen. Et quand il a évoqué la destruction des habitations, il y a des habitations qui ont été construites il y a 20 ans. Un peu plus, parfois un peu plus. Et la 1508, la loi 1508 a été faite justement pour régulariser ces habitations. Et les gens continuent de détruire les maisons et les habitations des citoyens. Alors qu'il y avait des possibilités de les régulariser, quitte à leur imposer des amendes. Donc tout ça fait que lors du dernier Conseil des ministres, le président a explosé sa colère
contre le gouvernement globalement, je pense quelques secteurs. Est-ce qu'après le coup de gueule de M. Abdelmejid Tebboune, on doit s'attendre à un changement du gouvernement, un remaniement? Fatalement. Fatalement, quand on fait un constat d'échec quelque part, surtout dans l'exécution des projets, fatalement, une partie du gouvernement doit partir, parce qu'ils ne sont pas tous négatifs quand même. Il y a certains ministres qui ont fait l'effort nécessaire pour réussir leurs tâches. Mais certains ont prouvé qu'ils n'ont rien à voir avec l'activité de ministre. Vous avez parlé des ambitions exprimées par M. Abdelmejid Tebboune. Est-ce que, par exemple, les secteurs de l'industrie, est-ce qu'ils répondent aux ambitions enfin, la politique générale de l'État? C'est un secteur, par exemple l'industrie, c'est un secteur qui est en hibernation. Ah d'accord, tout à fait. Oui. Non mais dans le discours, on entend autre chose. On n'a qu'à voir les bilans. C'est vrai que là où il y a partenariat avec les étrangers, il y a une nette évolution. Par exemple, allez, on va prendre l'acier. À Bellara, il y a des performances. À Tossiali, il y a des performances. À Al-Hajjar, il y en a moins. Parce que Al-Hajjar, l'usine est destinée à satisfaire la demande nationale. Donc on voit moins l'évolution de l'usine d'Al-Hajjar. Sauf que cette usine a besoin d'être renflouée pour avoir son extension. L'extension devait se réaliser en 2017-2018, quoi. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Si on prend le textile, mis à part le projet qu'on a fait avec les Turcs, Relizan. Et encore, là, ce n'est pas encore tout réglé. Le reste des unités du textile souffre. Si on prend par exemple d'autres filiales du groupe Imetal, on prend Batimetal Réalisation, ils souffrent. Al-Rim, par exemple, est un bijou. C'est un bijou. Mais les responsables, où je dis là? Le responsable de Batimetal, indétrônable. Donc, il faut un changement, il faut un grand changement, une grande mutation dans ces industries. L'industrie chimique, on prend par exemple Asmidal. Il y a un importateur saoudien qui est là sur les phytosanitaires, sur pas mal de produits, qui fait 3 fois le chiffre d'affaires d'Asmidal. Et pourtant, on considère que c'est un géant, un monstre. Mais voilà. Donc, si on parle d'industrie, et la part de marché de cette industrie, ici en Algérie, la part de l'industrie, elle est minime. Et pourtant, nous avons les moyens d'évoluer. Allez, on prend le cas de Jay-Z. Bon, c'est vrai. Ils ont l'organisation, ils ont la technologie. Maintenant, quand il y a eu des responsables algériens qui ont pris le taureau par les cornes, ils ont réalisé mieux que les étrangers. Eh bien, tant mieux. Eh bien, c'est une question de volonté et de choix des hommes. Est-ce que, par exemple, enfin, nous savons tous que la situation, on a hérité d'une situation un petit peu difficile, un petit peu. Donc, est-ce que les responsables n'ont pas peur de foncer, de travailler aussi? Mais on ne demande pas aux gens de foncer. Enfin, de travailler. Juste de faire leur travail. شوف علاش ما كانش problème à Mercedes par exemple. Parce qu'il y a la rigueur de l'armée. L'usine doit produire tant de camions par mois. S'il y a pas, si l'objectif n'est pas atteint, fatalement il y a des sanctions. Mais dans le CV, les anciennes pratiques, les gens les reprennent. De manière mécanique. Même pas, on ne réfléchit pas. C'est une habitude. Voilà.
Merci Yassine pour tous ces éclairages. Donc passons directement à l'automobile. Monsieur Mourad Saadi, bienvenue. Une question directe. Quand est-ce que les Algériens pourront s'acheter leur voiture? Tous les Algériens attendent une réponse depuis plusieurs mois. Pour l'instant, ils n'en savent rien. Ce n'est pas depuis plusieurs mois. Merci de me recevoir et de me donner cette opportunité pour m'exprimer. Ce n'est pas depuis plusieurs mois qu'ils attendent une réponse à cette question, c'est depuis des années. Absolument. Pour rappel, le marché automobile a été arrêté, le marché des importations, le 1er janvier 2017. Et depuis, les concessionnaires automobiles n'ont plus importé de voitures. Les quelques véhicules qui sont rentrés via les sociétés qui faisaient le pseudo-montage qui nous a menés là où on est aujourd'hui n'ont jamais suffi à répondre aux besoins du marché pendant les années 2017, 18 et 19. Et depuis, c'est le néant, c'est le désert, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il y a un nouveau cahier des charges qui a été publié sur le journal officiel le 17 novembre dernier. Une plateforme numérique a été mise en place par les services du ministère de l'Industrie qui permet aux opérateurs qui ont des projets soit d'importer parce qu'ils disposent d'un contrat de représentation avec un constructeur, ou soit ils ambitionnent de mettre en œuvre un projet industriel pour produire soit des véhicules de roue. Oui, justement, on va évoquer le sujet du développement, enfin le côté industriel de la question de l'automobile. Donc pour le moment, restons dans le truc de concessionnaire. Oui, je voulais juste faire la part des choses, expliquer que la plateforme numérique permet aux opérateurs, aussi bien qui évoluent dans l'importation et la distribution, que ceux qui ambitionnent de faire un projet industriel. Donc là, ils s'inscrivent sur la plateforme numérique, ils déposent un dossier après avoir été invités à le faire par les services du ministère de l'Industrie. Ils ont un délai d'1 mois pour recevoir une réponse par rapport à l'étude de leur dossier. Il y a eu des autorisations préalables qui ont été donc accordées. Ceux qui disposent de cette autorisation préalable doivent fournir à nouveau un autre dossier pour prétendre à l'agrément qui leur permettra d'activer, de commencer leur activité. On dit qu'au mois de mars, les premiers véhicules arriveront probablement au mois de mars. Oui, à la deuxième quinzaine de mars, on aura l'arrivée des premiers véhicules de la marque italienne Fiat. Mis à part cette confirmation, est-ce que vous avez une idée sur le nombre de véhicules qui vont importer? Parce que la demande, elle est là, Alors, c'est une bonne question parce qu'on ne connaît rien sur le projet de Fiat en Algérie, à part ce qui a été dit par M. Carlos Tavares lors de la signature du protocole d'accord au mois d'octobre, je crois, dernier. Ceci dit, Fiat va commencer à importer dans un premier temps les voitures en attendant que l'usine démarre. Une fois que l'usine... En parallèle, il y a une usine qui va fonctionner. Et à partir du 4e trimestre de cette année, donc à la fin de l'année 2023. En attendant, il faut bien fournir le marché en véhicules et donc Fiat sera la première marque qui sera importée en Algérie durant la deuxième quinzaine de mars, Inch'Allah, selon les informations dont je dispose. Vous évoluez le déficit du marché à combien? Le déficit du marché, il faut calculer, par exemple, depuis 2017, il n'y a pas eu d'importation à proprement parler. Le marché, on l'a identifié comme étant d'un volume d'à peu près 400 000 voitures par an. 2017, tout type de voiture, hein. tout type de véhicule, oui, bien sûr. Y compris les engins. Y compris les engins, oui. Je parle de véhicules roulants, d'une manière générale. Poids lourds, bus, camions, utilitaires légers, véhicules particuliers, etc. Donc, sur la base de ce chiffre de 400 000 voitures, il est aisé d'arriver à un déficit de plus de 2 millions de voitures. Voilà, les quelques voitures qui sont rentrées via les licences Moudjahidine, c'est des véhicules d'abord qui ne répondent pas aux normes algériennes. Justement, j'allais poser la question par rapport à ça. Comment les gens ont pu s'acheter des véhicules neufs? Il n'est pas interdit d'aller à l'étranger, acheter un véhicule, l'importer soi-même, le dédouaner soi-même et rouler avec, sauf qu'il y a des risques puisque les véhicules qui sont construits à la base pour rouler dans les pays européens ne sont pas à la même norme que
que celle qui prévaut en Algérie, qui est à la norme Euro 3. En Europe, les véhicules, aujourd'hui, sont à la norme Euro 6 défoule. Et on est sur le point, en Europe, d'aller vers la norme Euro 7. Et c'est des normes drastiques de dépollution qui peuvent être à la source de graves problèmes mécaniques quand le véhicule est importé en Algérie, parce que notre carburant n'est pas le même que celui qui est distribué dans les pays européens. Ça, d'une part. D'autre part, ces véhicules ne disposent d'aucun contrat de garantie, puisque le véhicule à l'export n'est pas garanti, l'achat n'étant pas fait au niveau du constructeur de l'usine, il est fait chez un garagiste local en France ou en Allemagne, ou peu importe le pays. Et puis, par ailleurs, les gens qui importent ce type de véhicules, non seulement ils ne garantissent pas ces voitures-là, mais en plus, ils n'assurent pas le service après-vente. Il n'y a pas de pièces de rechange, il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien du tout. Vous êtes livré à vous-même, voilà. Et c'est toute la différence avec le travail des importations faites par les concessionnaires. Juste une petite question, Mourad Saadi, par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'en est-il de l'État dans tout ça? Ben, l'État a laissé faire. Nous avons même entendu le ministre de l'Industrie qui a vanté à un moment donné à l'Assemblée que les importations n'étaient pas bloquées, qu'il y avait 20 000 voitures qui étaient rentrées, etc. Alors que c'était ces voitures n'ont pas été importées par des concessionnaires agréés. Merci beaucoup. Vous avez parlé de pollution. Je vous pose une question. Monsieur Yassine Merzougui, qu'en est-il du diesel? Est-ce que nous allons importer des véhicules diesel? Donc Yassine, après moi. Donc, non. Avant d'entamer la réponse, on doit parler un peu des pratiques qui existent dans l'importation. Nous avons deux types d'importation en particulier. Il y a des importateurs qui utilisent les licences des Moudjahidines et d'autres qui dédouanent carrément leurs véhicules. Sauf que maintenant, il y a un grave problème au niveau du port d'Alger où certains cadres des douanes sont auditionnés. Pourquoi? Parce que les enquêteurs pensent qu'ils sous-facturent les frais de douane. Les frais de douane, enfin, la facture initiale de l'achat du véhicule. Et c'est un problème entre la police judiciaire et les services de douane. On n'arrive pas à s'entendre sur la valeur du véhicule. Et ce problème doit être solutionné. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, si nous avons bien compris... On prend par exemple l'affaire, par exemple, Mellal. Il est poursuivi pour avoir sous-facturé les véhicules qu'il importait. Pour payer moins d'impôts. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il a des entreprises en France, il achète de chez le garagiste, par exemple à 12 000 €. Il la revend à sa société en Algérie à 6 000 €. Comme ça, il paye 50% d'impôts en moins. Donc, c'est des pratiques. On doit assainir tout ça avec des dispositions réglementaires bénines. Et tout ça, ça ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Donc, c'était juste une parenthèse par rapport à... Bon, les licences Al-Moudjahidine, c'est réglé. Donc, il n'y a rien à payer. Mais le reste, c'est un peu difficile. Et puis, il y a aussi le manque d'engins. Le manque d'engins, c'est Mourad Alabalou, il y a des entreprises étrangères qui ont des projets à réaliser. Donc, on a été obligé de ramener des engins ou des camions en ATD, admission temporaire. En admission temporaire. C'est-à-dire que le véhicule est là, il est utilisé à la fin du contrat de réalisation du projet, on est obligé de l'évacuer à l'étranger. Et ça a un coût
Quand une Absolument. entreprise ramène 10 000 engins ou camions et tout, le retour, le voyage devient plus coûteux que l'engin lui-même. Lui-même. Donc ça ouvre la voie à certains trafics. Les engins, les véhicules sont carrément désossés. On ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que ce problème sera réglé avec cette histoire de l'arrivée des premiers véhicules neufs? Ben, c'est ce que je souhaite, l'arrivée des voitures neuves importées par des concessionnaires agréés détenant un contrat de représentation. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il faut faire la part des choses entre des opérateurs que je connais très bien, qui sont irréprochables. C'est des honnêtes citoyens qui aiment l'automobile, qui aiment leur métier, qui ont la maîtrise du métier de l'automobile. Ça fait plus de 20 ans qu'ils ont exercé ce métier et qui ont dénoncé d'ailleurs, pour certains d'entre eux, la décision de l'Algérie d'aller précipitamment vers l'industrie automobile qui nous a menés là où tout le monde connaît. Donc oui, l'arrivée des véhicules neufs via l'importation des concessionnaires va bien sûr soulager un petit peu tous les secteurs de la société algérienne, qu'elle soit sur le plan économique, les entreprises, que ce soit le citoyen qui a besoin d'un véhicule pour se déplacer. On connaît le problème des transports publics, leur défaillance. On ne peut pas prendre un bus en famille, par exemple, pour se rendre d'un point A à un point B. La voiture est indispensable, c'est plus un luxe. Effectivement, et puis le véhicule en lui-même est générateur de richesse, c'est un secteur d'activité créateur d'emplois. Le Trésor public va engranger beaucoup de taxes dont il s'est passé depuis l'arrêt des importations. Voilà, donc le véhicule, d'une manière générale, ne peut être que bénéfique pour la société algérienne d'une manière générale. Merci Mourad pour ces précisions. Yacine, on revient toujours au sujet du diesel. Ça veut dire, Mourad a parlé des normes de pollution, etc. Est-ce qu'il est interdit d'importer des véhicules diesel? Oui, il faut connaître le problème à son origine. Nous avons investi, par exemple, sur une usine à Skikda pour une capacité de 17 millions de tonnes par an. Ça a coûté les yeux de la tête. Tout. Donc, nous avons le sans-plomb, le normal, le diesel et tout. Mais pour passer à un stade supérieur de dépollution, pour dépolluer un peu le carburant algérien, Sonatrach doit investir davantage. Or, une usine, une raffinerie, elle est faite pour durer 50 ans. Est-ce qu'on va investir sur du diesel pour l'abandonner d'ici 10-15 ans? Ce n'est pas raisonnable. Surtout que c'est très, très coûteux. Donc c'est un peu l'équation. Il vaut mieux arrêter dès maintenant. Parce que même les usines qui appartenaient aux constructeurs ont été revendues pour d'autres opérateurs. Maintenant, si on demande par exemple à Volkswagen de fabriquer un moteur E3, la norme E3, ils n'en ont pas. Parce que leurs équipements ont été revendus. Donc l'équation elle est vraiment difficile. Donc je pense que le mieux, c'est d'investir dans l'avenir, dans l'hybride, dans l'hydrogène, dans l'électrique. Tout ça, ça peut résoudre le problème. Yacine, merci beaucoup. Une page de publicité. Restez branchés. On revient tout de suite. Rebonsoir. Yacine Merzougui, tu nous parlais du diesel et de l'interdiction d'importation. Oui, comme on le disait tout à l'heure, il se pose un problème de conception. Donc, est-ce qu'on doit investir sur les moteurs hybrides, ou bien électriques, ou bien hydrogène, ou bien retourner aux investissements sur le diesel avec les normes
Euro 6, bientôt Euro 7. Donc, on va être toujours en retard par rapport aux normes européennes et même japonaises, desquelles aussi les sud-coréennes, qui sont pratiquement connectées aux normes européennes. Donc, on importe chez ces pays qui sont aux normes Euro 6, Euro 7, et nous, on est en Euro 2, Euro 3. Donc, on est très loin de la norme. Donc, on est obligé de faire un choix. Le gouvernement a fait le choix d'interdire l'importation du diesel. Bon, pour l'instant, il y a des gens, on va parler de ce qui se passe en pratique. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé d'importer, là, je parle de ça avant la décision, ils importaient des véhicules diesel, ils les font tourner au diesel algérien, qui n'est pas aux normes du moteur, et ils prévoient un nouveau moteur chaque année. Donc, celui qui ramène un véhicule à 12-15 millions de dinars, donc il n'est pas gêné de s'offrir un nouveau moteur à 1 million de dinars ou bien 2 millions de dinars chaque année. Donc c'est devenu une nouvelle tradition chez les utilisateurs du diesel ici en Algérie. Bon, je ne sais pas comment ça va avancer, mais on est toujours en retard. Le projet Fiat, dont on est fier de le bâtir en 2023, il ne faut pas oublier que c'était le projet Fatia des années 80. Absolument. Et qui n'a jamais vu le jour du moment qu'il y avait une réflexion sur la chose en disant qu'on ne peut pas faire de l'intégration. Je vais faire une comparaison avec l'électroménager. Il a bien réussi en Algérie. On est maintenant à 15 millions d'unités par an. Mais il y a une absence de synergie entre les différents opérateurs. Par exemple, si un opérateur, ici je parle surtout AQS, Bellara, c'est un projet algéro-qatari, bien élaboré dans les normes internationales. Ce projet peut fournir de la tôle pour l'industrie électroménagère ici en Algérie. Donc, il va participer à hauteur de 20% dans l'intégration du produit algérien. Si on prend par exemple la matière première du plastique, Sonatrach peut engager une réflexion pour prendre le GPL, aller chercher une usine en Inde, en Chine, n'importe où, transformer le GPL en polypropylène et ramener la matière première ici en Algérie pour servir dans l'injection du plastique. On aura à ce moment-là gagné 20% encore d'intégration. Donc, s'il y a une synergie, par exemple, les vitres des véhicules, on peut en faire pour la construction et pour aussi la pièce de rechange. On peut aller dans beaucoup de choses dans l'intégration. On a les moyens, sauf qu'il y a absence d'interconnexion entre les différents opérateurs. Donc c'est un peu l'étincelle qui manque. On a besoin de faire démarrer le moteur avec juste une petite étincelle. Enfin, nous l'espérons bien. Une question pour rester dans le domaine des véhicules. La voiture électrique, M. Sadi. Tout en sachant que pour le moment, il n'existe aucune borne de rechargement. Si, il y en a une quand même. Ah, une. Ah, d'accord. Il y en a une, elle a été installée l'année dernière par un opérateur privé algérien. C'est une borne de recharge aux normes internationales, produite en Algérie par des ingénieurs algériens. Très bien. Sauf que cette borne qui est installée aujourd'hui au niveau de la pompe à essence de Chiraga n'a pas eu de suite, malheureusement.
Et pourtant, les pouvoirs publics avaient prévu l'importation de 15% sur le volume global importé par les concessionnaires. Juste 15%. une précision. Est-ce que c'est une obligation d'importer 15%? Non, ça c'était l'ancien cahier des charges. Aujourd'hui, le concessionnaire est tenu d'importer ou des véhicules électriques si la demande se fait, est exprimée. Si la demande est exprimée. Alors, pour le véhicule électrique, moi, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que le projet industriel qui va être initié avec Fiat devrait tenir compte de cette donne, de la transition énergétique que l'Algérie travaille pour que le pays apporte sa contribution dans la préservation de notre environnement. Alors, cette usine automobile, il faudrait aussi qu'elle s'insère dans la mutation globale, mondiale, à laquelle on assiste aujourd'hui, et sur laquelle on voit que les constructeurs automobiles ont des plans sur le futur, 2035, 2040, 2050, et pour certains d'entre eux, sur 2030, pour électrifier toute leur gamme. Ça veut dire qu'à l'horizon 2030, certains constructeurs prévoient de ne commercialiser que des véhicules propres. Yassine Merzougui, une question par rapport à ça. Est-ce que nous sommes assez outillés en termes de moyens matériels, en termes de lois, etc., pour faire face à tout ça? Oui, il y a eu une révision de la réglementation. Bon, il n'y a pas de révision, c'est-à-dire sensible dans tout ça, puisque la production de l'électricité n'obéit pas aux normes imposées pour le GPL, par exemple, pour l'essence, pour le reste des carburants. C'est juste une borne électrique avec une prise. Donc ça ne nécessite pas une grande réglementation pour y accéder. Le problème, c'est que les privés, les stations de service privées, sont autosuffisants. Pourquoi je dois investir dans l'électricité? Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une révision du cahier de charges d'exploitation des stations de service. Il y a aussi Naftal qui est soumise à une contrainte du Code des marchés publics, c'est-à-dire aller lancer des appels d'offres internationaux pour s'équiper en bornes de rechargement. Il y a un avis d'appel qui a été lancé? Oui, il a été infructueux. Je pense que prochainement, ils vont en lancer un autre. Mais c'est le moment d'intégrer. Nous avons une filiale de Sonelgaz qui s'appelle AMC. C'est une entreprise qui doit être révisée pour construire des bornes de rechargement électrique. Parce qu'ils sont actuellement sur les pompes à essence qu'on voit un peu partout dans les stations de service. On voit que c'est inscrit AMC. Oui. Donc, c'est tout un environnement qu'il faut revoir pour faire réussir la voiture électrique. L'hydrogène, c'est une technologie qui est plus facile, mais on est hésitant face à ça. Et je pense que l'avenir, c'est l'hydrogène vert, d'autant plus que l'Algérie peut disposer d'un coût de production qui peut être le plus faible au monde. C'est-à-dire, on peut produire un hydrogène vert avec des coûts dérisoires. Par comparaison, par exemple, on voit que le coût de l'électricité ici en Algérie, il est de 0,15 $ le kilowatt-heure. En Europe, par exemple, il est à 6-7 $ le kilowatt-heure. C'est 60-50 fois plus cher. Alors,
la différence avec l'hydrogène, elle est à multiplier par 3 ou par 4. Donc, du moment qu'on a un coût de production de l'hydrogène vert très bas, il vaut mieux investir sur l'hydrogène. On ne sait pas parce qu'on ne l'a pas pratiqué. Mais c'est plus intéressant d'aller vers l'hydrogène vert. Pour rester dans, vous avez dit que nous avons peur de l'hydrogène parce qu'on ne le connaît pas. Mourad Saadi, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le véhicule électrique? L'Algérien ne connaît pas, nous avons l'habitude de travailler avec du diesel, de l'essence. Qu'en est-il du moteur? Comment il est fait? Est-ce qu'il a quelque chose de spécifique, mis à part il marche à l'électricité? Non, déjà bon, il est très particulier, le moteur électrique, le véhicule électrique est très particulier parce que, premièrement, il y a plusieurs organes qui existent sur le véhicule traditionnel qui disparaissent, qu'on ne retrouve pas sur le véhicule électrique. Par exemple, le circuit de refroidissement. Par exemple, la boîte à vitesse. Il y a un tas de composants. Il y a un tas de composants qui ne sont plus nécessaires sur le véhicule électrique. En termes de performance, le véhicule électrique dispose de performances extraordinaires avec un couple, je dirais même, j'exagère en disant illimité, mais c'est presque illimité. C'est-à-dire qu'avec une seule vitesse, il n'y a pas de rapport. Vous passez votre vitesse qui est là, c'est la première, 10 ans pour démarrer, et puis il n'y a pas la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. Ça n'existe plus. Et vous avez une accélération foudroyante, avec un couple extraordinaire. Et donc, la contrainte des véhicules électriques, c'est les batteries, c'est l'autonomie. Et les constructeurs travaillent là-dessus pour améliorer constamment cette autonomie. Aujourd'hui, il y a quelques jours, j'ai vu un documentaire sur un véhicule qui a pu rouler 2000 km. Avec un rechargement. Oui. 2000 km sans recharge. C'est une nouvelle technique, une nouvelle technologie que je n'ai pas très bien saisie, mais bon, voilà. Donc, les gens progressent, les gens avancent. Mais ce qui m'intéresse, en fait, moi, ce dont je veux parler, et vous m'avez interrompu tout à l'heure, c'est par rapport à notre usine de Fiat qui va être... si cette usine ne prévoit pas d'adopter la solution propre à terme, c'est-à-dire dans 4 ans, dans 5 ans, c'est-à-dire de muter vers la production de véhicules propres, sa durée de vie ne sera pas très très longue, hein, parce que on sera encore un pays qui va produire des véhicules thermiques, polluants, alors que l'ensemble de la planète va vers des véhicules propres. Si on monte un projet industriel de production de voitures, pourquoi ne pas aller vers les véhicules propres dès maintenant? Enfin, je ne pense pas qu'on va rester en rade de tout cela. Mais ça demande aussi de préparer le terrain par la production de bornes de recharge, démocratiser les bornes. Bon, il y a un projet avec Sonatrach, j'ai entendu dire qu'il y avait un projet pour la production de 1000 bornes qui seront installées sur l'autoroute Est-Ouest dans un premier temps. J'espère que ce sera concrétisé. Il y a des opérateurs algériens. Moi, je suis contre votre idée, M. Yassine, d'importer ou de faire travailler les étrangers, alors que nous avons ici en Algérie des producteurs privés, mais des Algériens, qui sont capables de produire des bornes de recharge de tout type, domestiques, avec différentes puissances, etc. Et donc, c'est une solution qui existe chez nous. Pourquoi on est obligé, on se sent toujours obligé de faire des avis d'appel d'offres à l'international, de dépenser de l'argent pour acheter des produits qu'on peut fabriquer ici, à moindre coût, par des compétences algériennes. Et la solution existe. Je dois d'abord préciser que j'ai dit, à mon avis, on doit développer AMC. J'ai parlé de l'appel d'offres international, c'était la décision de Naftal. Et peu importe, AMC, public, privé, c'est des entreprises algériennes, c'est des compétences algériennes. C'est pas une grande technologie. Oui, exactement. C'est un avantage. Donc c'est un avantage si la technologie n'est pas vraiment quelque chose de... Elle est maîtrisée ici. Moi je l'ai vu, j'ai été à l'usine de l'entreprise privée là,
J'ai visité leur laboratoire, j'ai testé la borne là, qui est installée encore aujourd'hui à la pompe à essence de Chiraga. Je l'ai testée avant son installation, c'est-à-dire au niveau du laboratoire. Oui. Est-ce qu'il y a Donc- quelques véhicules qui circulent actuellement? Non, 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 il n'y a pas de véhicule, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas circuler puisqu'il n'y a pas de réseau Non, de il bornes de recharge. existe Ça sert à rien. uniquement les véhicules hybrides. 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 Non, mais hybride, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, et encore, ils fonctionnent au diesel ou à l'essence, pas à C'est ça. l'électricité. Ouais. Ils peuvent rouler en mode électrique pendant quelques temps, c'est-à-dire quelques kilomètres. Et c'est une solution pour les gens qui circulent beaucoup en centre-ville. Oui. Mais pour faire de la route, oui, c'est le moteur thermique qui fonctionne. Hein. Comme Tesla, par exemple, ils sont parvenus à une utilisation optimale. C'est-à-dire, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte d'électricité. Or, ici en Algérie, nous avons un problème de perte d'électricité. C'est-à-dire que si on va investir, on est sûr, au moins, de perdre 6% de la puissance. Déjà sur le réseau électrique de Sonelgaz, sur GRTE, il y a beaucoup de pertes. Et donc on doit maîtriser. On peut utiliser les panneaux solaires pour charger les batteries de ces bornes de recharge. On peut utiliser des sources naturelles via des solutions d'énergie renouvelable. Donc les solutions existent. Oui. Et on peut accéder à une énergie quasiment gratuite. Oui. Mais ça Nous avons demande- un pays qui est très bien illuminé, très bien éclairé. Il y a des gisements solaires importants ici dans le pays. On peut les utiliser. Sauf que, en termes de recherche, on est très loin. Par exemple, si on prend sur les 20 dernières années, il y a eu 13 prix Nobel sur le sujet des supraconducteurs. Comment parvenir à une manière de conduire l'électricité avec la moindre perte. Nous avons ignoré ce volet, on n'a pas travaillé là-dessus. Maintenant, quand on a commencé cette dynamique de la voiture électrique, il y a beaucoup de laboratoires privés et publics qui travaillent sur le sujet. Mourad Saadi, est-ce que les textes prévoient tout ça, hein? Tous ces projets que vous avez cités? Quel texte, le cahier des charges sur l'importation Oui, non, il y a quelques notions sur le véhicule électrique, c'est tout. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de projet industriel. On ne parle pas d'une réglementation sur l'éventualité de voir un projet industriel basé sur l'électrique, par exemple. On n'a pas tous ces détails-là. On a juste l'autorisation, enfin l'obligation est faite aux importateurs de répondre à des besoins exprimés par les clients en cas où ils veulent acheter un véhicule électrique, c'est tout. Très bien. Yassine Merzouguine, la question concerne Caterpillar et Bergera Monnayeur. Qu'en est-il de cette affaire? La société Bergera Monnayeur a obtenu en 2014, je crois, l'autorisation de commercialiser les produits Caterpillar. On me dit que cette société n'a pas respecté ses engagements en matière d'investissement. Ils se sont engagés sur la maintenance, sur la formation. Or, ils se sont basés uniquement sur l'importation. Il y a des ATD en vente. Nous allons publier un ATD sur les comptes de cette entreprise par un fournisseur algérien auquel ils doivent beaucoup d'argent, et on se rend compte que la banque Société Générale répond
à l'huissier de justice qui a porté cet ATD à la banque Société Générale, on lui dit que Bergerac Monnaie est endetté à un compte négatif de 420 millions de dinars. 42 milliards. Un ATD, c'est un ordre de paiement. Un ordre de paiement. Donc, je crois que les gens commencent à s'intéresser à cette entreprise. Je ne sais pas comment il fonctionne. J'aimerais bien avoir leur réponse par rapport à ça. Est-ce que ce que vous avez dit, est-ce que c'est une affaire de corruption, malversation? Non, non, non. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des comptes qui sont utilisés pour l'importation et d'autres pour les achats locaux. Donc, c'est un dossier compliqué. Je crois que prochainement, les gens vont en parler avec beaucoup de détails. Et quand vous dites qu'il y a des comptes pour importation et des comptes pour des achats locaux, Donc, est-ce que la loi interdit d'avoir deux comptes? Non, mais c'est la malhonnêteté intellectuelle. J'utilise ce compte, je le laisse propre pour mes importations. Enfin, il n'y en a plus maintenant. Et un autre compte pour les consommations. تجي نخلصك نعطيك شاك بلو كونت هذا ما تخلصش فيه. Pas d'argent. Ah, d'accord, ok. Donc c'est un peu... Et puis c'est comme le cas de Renault. On se demande où sont partis les revenus des années d'importation. Il n'y a pas eu des investissements significatifs, mis à part cette histoire de Wurgla, une remise en état du moteur électrique. Ce n'est pas ça l'investissement. C'est le dernier garagiste des Algériens, il a le câblage du moteur et le moteur électrique, il est fonctionnel. Donc ce n'est pas l'investissement qu'on attendait de ça. De toute façon, c'est juste pour attirer l'attention sur ce sujet parce que les gens vont en parler. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des précisions par rapport au coût? Qu'est-ce que ça va coûter? C'est une entreprise qui ne communique pas. Les responsables, les décideurs, c'est des étrangers. Ils vivent en marge de la société. Ils vivent en marge des médias. Et donc, je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne les connais pas. Mais j'ai vu leur dossier. Il y a beaucoup à dire. Une autre affaire, une autre information par rapport à tout ça, les malversations. C'est une banque étrangère qui ne veut, enfin, elle essaie de ne pas payer le fisc algérien. Oui, je pense que c'est une affaire grave. Parce que là, quand le président de la République évoque le sujet, l'amwal menhouba, on trouve cette banque dans cette catégorie. C'est la banque, je n'ai pas à cacher, c'est la banque ABC qui est là en Algérie depuis 2 décennies et plus. Ils ont un problème avec le fisc algérien auquel ils doivent quelque chose comme 63 milliards. 63 milliards de centimes, bien sûr. Et donc, ils ont un autre problème avec une entreprise étrangère qui s'appelle Iflux. C'est une entreprise de Singapour. Et donc, pour échapper à tout ça, ABC Algérie a ramené de l'argent de la maison mère. Elle a ramené... C'est une garantie bancaire, ça. Voilà. Elle a ramené quelque chose comme 2 milliards de dinars, c'est-à-dire 200 milliards de centimes. Au lieu d'inscrire cette opération sur le compte courant de l'entreprise, de la banque plutôt, la banque a créé un sous-compte dans lequel elle a dissimulé l'argent qu'elle a ramené comme garantie. Ce qui fait que le trésor public ne sera pas payé puisqu'il n'y a pas d'argent. Il a 81 millions de dinars dans ce compte. Mais le compte... 81 millions de centimes. Non, 81 millions
de dinars, c'est-à-dire 8 milliards 100. C'est dérisoire pour une banque. Et 2 milliards mkhabbiyين. Ils ne sont pas perceptibles. Ils ne rentrent pas dans les bilans de l'entreprise. Enfin, ils n'ont pas encore déclaré le bilan, mais s'ils le déclarent, le fisc algérien va prendre 63 milliards de centimes. En tous les cas, la loi prévoit sur 4 ans, le fisc a le droit de récupérer son argent. Non, 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 ce n'est pas un problème. Ce dossier, je vais le remettre à Tarek Kiskas. On dit روح جيب لنا الأموال المنهوبة. Tarek Kiskas, c'est le crime organisé et tout, c'est lui qui s'en occupe. روح جيب لنا الأموال المنهوبة. Donc pour vous, l'ABC Bank ne veut pas payer le fisc algérien. Enfin, essaie de ne pas payer le fisc. Voilà. Bon, leur problème avec Iflux, c'est leur problème, c'est deux sociétés étrangères, ما راح نناقش فيهم. Mais le fisc, c'est l'argent du peuple. يمدوه بلا مزيتهم. Donc c'est pour résumer, le fisc demande 63 milliards à la société Highflux, Non, à ABC. à ABC. ABC a récupéré la garantie bancaire de la maison mère, mais elle les a dissimulés dans un compte. Enfin, Autre que le compte courant. le compte courant, donc même les gens, quand ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe, ils ne peuvent pas accéder à ce compte. Donc le fisc algérien, pour le moment, a perdu 63 milliards. Non, c'est une affaire pénale. Khlas. Donc le fisc va aller comme partie civile pour réclamer son argent. Donc Mais- la justice, elle est déjà saisie sur ce dossier. Non, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais de toute façon, je vais faire mon devoir de citoyen. Nous allons le dossier. Tout est clair. Les comptes dissimulés sont identifiés, les montants identifiés. Donc, c'est Tarek روح جيب لنا الأموال المنهوبة. C'est tout. Merci à toutes et à tous. Merci M. Mourad Saadi. C'était un Merci plaisir. de nous avoir éclairés sur cette question de voiture que tous les Algériens attendent. Merci M. Yassine Merzougui pour toutes ces informations. Merci à vous et à la semaine prochaine.